Merci Fabrice et merci également à Nathalie, au groupe et HTA et à tous les organisateurs de me donner l'occasion de pouvoir échanger avec vous sur un thème qui est classique mais qui reste toujours d'actualité. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de l'aborder parce que Enette a dit que c'était difficile de parler après Géraldine. Moi, je dirais que c'est impossible de parler après François Carré, parce que je crois qu'il a déjà fait la présentation avec le petit topo surprise. Et quand on passe après des passionnés, Amel, Saphir, Lévin, c'est très compliqué, mais on va essayer de simplifier avec l'essentiel en ce qui concerne la prescription, sans entrer dans les détails, mais ce qui va motiver le patient de façon scientifique, ce que vous pourrez lui dire, premier élément. Et puis le deuxième élément, l'objectif, c'est de vous amener en tout cas à la fin de la présentation, à prescrire l'activité physique. Donc pour le nom, retenez juste René, cardiologue au CHU. Pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Et nous allons aborder un plan classique pour pouvoir au moins revenir un petit peu sur quelques rappels. Ce sera assez rapide. Et en introduction, je dirais que ce n'est pas vraiment une présentation, c'est un secret de Polichinelle. Donc le sport est un médicament. Et si vous avez suivi les présentations avec Amel, je pense qu'elle vous a décrit la façon de prescrire l'activité physique. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une dose, une posologie, donc rien de nouveau. Juste sur le rappel de l'hypertension artérielle, précisez que les mesures sont au repos. Donc, ne vous basez pas sur les pressions artérielles sur un test d'effort pour dire que le patient est hypertendu. Bon, c'est juste un petit rappel. On a parlé dans le thème de sport, mais je serai un peu plus global sur l'activité physique. La classification du sport, juste cette diapositive qui est assez intéressante parce qu'elle met en exergue les composantes statiques et dynamiques qu'on peut retrouver dans chaque sport. Elle est ancienne, mais je la trouve toujours pertinente, sachant que la plus récente sera celle de l'ESC, qui met en exergue les sortes de puissance et d'agilité. La physiopathologie de l'hypertension artérielle, selon l'ESC, est assez globale. C'est intéressant parce qu'elle fait ressortir le fait qu'au-delà des facteurs biologiques qu'on a l'habitude de prendre en considération, il y a d'autres facteurs auxquels on ne pense pas forcément, notamment environnementaux et du mode de vie et socio-économiques qui vont influencer la survenue de l'hypertension artérielle. Et cette physiopathologie que nous avons toutes apprises à la fac, en lien avec les différents mécanismes qui vont entraîner l'hypertension artérielle, notamment au niveau neuro-hormonal. Et élément important pour comprendre l'effet de l'activité physique, donc du sport sur l'hypertension artérielle, le mécanisme clé, ce sera l'hypotension artérielle post-effort. Et là, si vous devez retenir une première chose de la présentation, ce serait déjà ça. Pour faire simple, Fitzgerald, ce n'est pas le président Kennedy, mais un jeune scientifique qui avait à peu près mon âge, qui s'est diagnostiqué une hypertension artérielle, qui fait son jogging et qui constate qu'à la fin, sa pression artérielle baisse de 20 mm de mercure pour la systolique et 10 pour la diastolique. Il publie un article et après son article, on a une multitude d'articles qui viennent confirmer et qui viennent étayer ça. Après, ce n'est pas le tout premier à en avoir parlé parce qu'un siècle avant, il en avait parlé et c'était resté un peu lettre morte. Mais l'idée derrière, c'est que toutes ces études confirment une certaine baisse de la pression artérielle en post-effort et qui va être responsable des effets bénéfiques, avec comme élément clé le fait que cet effet est aussi bien valable pour les efforts dynamiques que statiques, chez les non-hypertendus comme chez les hypertendus. Elle est corrélée à la durée de l'exercice et les mécanismes qui sont supposés entrer en jeu du point de vue physiopathologique mettent en jeu la baisse du débit cardiaque, des résistances, l'activité sympathique et la modulation du réflexe barorécepteur. J'ai mis un petit peu en exergue quelques... Désolé. Donc, quelques articles assez intéressants pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin sur cette notion.
Et à long terme, cette hypotension artérielle post-effort va permettre de jouer sur les mécanismes physiopathologiques de l'hypertension artérielle et ça va mimer un peu certains médicaments traditionnels anti-hypertension que nous connaissons, que ce soit par rapport aux bêta-bloquants, que ce soit par rapport aux IOC-ARA2, que ce soit par rapport à des effets indirects par rapport à la baisse de l'hyperinsulinémie. Et tous ces effets vont avoir pour conséquence de baisser la pression artérielle de façon durable. Quelques éléments clés. Donc, deuxième élément à retenir de la présentation, c'est qu'on observe une baisse d'environ 5 à 10 mm de mercure. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez dire aux patients. En faisant de l'activité physique, on pourra réduire votre pression artérielle d'environ 5 à 10 mm de mercure. Et c'est confirmé par une multitude d'études. J'en ai pris juste quelques-unes, notamment cette méta-analyse française. Donc, c'était une revue de la littérature parapluie et qui met en exergue le fait que les images ne sont pas très visibles, mais globalement, on a une baisse. Là, c'est les activités aérobies en résistance et en combiné. Et que ce soit pour la pression artérielle systolique ou la pression artérielle diastolique, on obtient une baisse considérable d'environ 5 à 10 mm de mercure de la pression artérielle grâce à ces différents types d'activités physiques. Plusieurs articles. Celui-ci, il est en lien avec également une méta-analyse qui est récente. Et là où je voudrais mettre l'accent, et qui a déjà été fait par le professeur François Carré, c'est justement le hand grip, donc la résistance isométrique, avec son effet, comme vous le remarquez, qui entraîne une baisse considérable, parfois supérieure à l'exercice aérobie par rapport à ce qui est compris de façon traditionnelle. Et ces effets sont valables dans la durée, aussi bien au-delà de à moins de 8 semaines, et continuent à être toujours actifs, même au-delà. Ce qui encourage le patient à poursuivre. Plus il poursuit l'activité physique, plus il y aura de la baisse progressive, la pression artérielle, aussi bien systolique que diastolique, comme vous le remarquez ici, toujours avec le hand grip qui a donc l'exercice isométrique qui aura toujours un effet très significatif par rapport à la baisse de la pression artérielle. Il n'y a pas que les chiffres, il y a aussi les effets parallèles qu'on aura sur l'hypertension artérielle, notamment avec les différents autres facteurs dont on a parlé tantôt, avec notamment l'amélioration de la qualité du sommeil, la baisse de l'obésité, les facteurs climatiques, la baisse du stress. Et tout ceci va permettre de réduire de façon substantielle la mortalité. Je vous laisse remarquer que dans le cas de l'hypertension artérielle, pour un patient qui a un faible niveau de capacité physique, donc inférieur à 5 mètres, on est à peu près à 2% sur le risque de mortalité et on réduit ce risque carrément de moitié grâce à une activité physique qui est intense. Et l'intérêt, c'est que cette baisse de la mortalité, elle est valable parce qu'elle agit également sur d'autres facteurs tels que le diabète, le tabagisme, l'obésité ou le mauvais cholestérol. Bon, tout ça, c'était assez ennuyant. Premier élément qu'il faut retenir, l'hypotension, non pas orthostatique, là où rien ne va plus, mais plutôt l'hypotension post-effort. Premier élément. Deuxième élément, la baisse de la pression artérielle d'environ 5 à 10 mm de mercure. Troisième élément, comment est-ce qu'on procède pour mon patient? Donc, de façon pratique, les questions qu'il faut se poser, est-ce que cette HTA est contrôlée ou pas? Première question. Deuxième question, le risque cardiovasculaire global. Et je renchéris un peu derrière Astrid par rapport au calcul du risque cardiovasculaire. Donc, il y a une application qui est disponible sur Play Store et Apple Store, qu'il suffit de télécharger. ESC, CVD, risque. Il suffit de la télécharger, vous pouvez calculer le risque cardiovasculaire global. Et la troisième question à se poser, est-ce que le patient prévoit de faire une activité qui est intense ou de compétition? Et si c'est un sujet qui a au moins 35 ans, vous avez un algorithme de réflexion par rapport non seulement au risque cardiovasculaire, mais aussi par rapport à l'intensité d'activité physique qu'il prévoit de faire, qui vont vous permettre d'avoir une certaine démarche sur des bilans éventuels à faire pour s'assurer d'avoir le meilleur bénéfice pour le patient.
Dans tous les cas, s'il y a des limitations, elles sont le plus souvent temporaires. Donc ça, c'est le troisième élément clé à retenir, la présentation. Et les situations pratiques qu'on peut avoir, c'est un patient qui a une HTA qui est contrôlée. Et là, l'ESC nous oblige, donc recommandation 1A, à prescrire du coup de l'activité physique avec que ce soit pour la résistance comme l'aérobie, de façon durable chez le patient qui a une HTA contrôlée. HTA contrôlée, faible risque ou modéré, pas de restrictions, quelques précautions. HTA contrôlée mais à haut risque, pas de restrictions sauf dans les compétitions avec certaines spécificités, notamment pour les disciplines de puissance à haute intensité. HTA non contrôlée, une contre-indication pour nous encourager à mieux contrôler la pression artérielle. Ce n'est pas pour limiter le patient, mais c'est pour derrière continuer à l'encourager en le mettant dans les situations les plus sécurisées. Juste quelques rappels sur l'optimisation du traitement. Si c'est un sportif qui est en compétition, faire attention par rapport aux bêta-bloquants, les diurétiques. Et si vous avez des doutes, vous avez un site sur lequel vous pouvez checker. Et juste rappeler aux patients que les douleurs musculaires, parce qu'on a tendance à utiliser les anti-inflammatoires, donc faire attention à ne pas en abuser. En conclusion, ce que j'ai dit d'emblée, en dehors des 3 à 4 éléments que je vous ai demandé de retenir, c'est simplement nos stylos. Donc, nous sommes tous invités à prescrire l'activité physique. J'espère que je n'ai pas été trop long. Parfait. Question de Nathalie. Oui, alors l'hypotension post-activité physique dure combien de temps? Elle sera variable en fonction du type d'activité physique, de l'intensité. Mais ce qui est important, c'est plus dans la régularité qu'elle va permettre de s'installer de façon durable. Mais sur le post-effort aigu, si on prend par exemple les articles qui ont été publiés par Hill et ensuite par Fitzgerald, c'était une question de quelques heures. Mais c'est sûr que plus on en fait, plus on permet d'établir les mécanismes de régulation de façon durable et donc d'agir sur la cascade physiopathologique qu'on connaît tous de l'hypertension artérielle. Oui, parce qu'en fait, concrètement, il y a des patients justement hypertendus qui font leur footing, donc ils prennent leur tension avant, elle est à 16, et ça entraîne parfois des ruptures de thérapeutiques en fait. Ils me disent oui, mais ma tension se normalise après, donc je ne prends pas. Comment tu verrais les choses? Qu'est-ce que tu peux préconiser pour ça? Il faut simplement leur dire que certes, la pression et le sport, donc l'activité physique est un médicament, mais il a l'équivalent d'une monothérapie. À lui seul, il ne suffit pas. Il est une des pierres angulaires du traitement, mais il ne suffira pas à baisser suffisamment sa pression artérielle. Donc, c'est en association avec les autres. Donc là où je pense qu'il faut insister avec eux par rapport à l'observance, c'est que faire de l'activité physique, ça va me permettre d'avoir probablement à prendre moins de médicaments, mais ça ne va pas être ce qui va faire que je n'aurai plus du tout de médicaments à prendre.